Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Eh oui, mais ce sacré Charlemagne, André Berkoff, n'a absolument pas inventé l'école. Encore une fake news. Une fake news, effectivement. Mais il a largement, quand même, on peut dire, contribué à son développement. Mais ça, c'était avant, André. Aujourd'hui, et ce depuis plus de 30 ans, eh bien, notre système éducatif, faut le dire, il est vraiment en plein déclin. Et nombreux sont ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme. Pourtant, rien n'a jamais été fait pour lutter contre l'illettrisme, André Berkoff. Rien, pas grand-chose. Et on va en parler avec Alain Bentolila. On ne le présente pas, Alain Bentolila, les livres qu'il a écrits, il est linguiste, et là, il vient de publier, vient de publier Demain la barbarie, Parents et Instit, même combat. Écoutez, c'est pas mal de réunir Parents et Instit pour une fois qu'ils ne se tirent pas la bourre, hein, aux éditions Istia et compagnie. Alors, vraiment, quand j'ai lu ce livre, Alain Bentolila, des millions d'illettrés. C'est vrai, on sait qu'il y avait un grand problème d'illettrés, mais sur quoi compter dans ce livre que je vous recommande vraiment, c'est quand même, c'est un effet de masse, quoi. C'est une masse critique. Et vous appelez à une alliance entre parents et instituteurs, ce qui est déjà une très bonne chose vu ce qui se passe en ce moment. On va pas généraliser, bien sûr, mais il y a une espèce de méfiance, de violence quelque part qui vraiment n'enraye pas, en tout cas, la progression de l'illettrisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Et vous allez vers le réel, vous ne faites pas un narratif, vous dites voilà ce qui se passe vraiment. Je rappelle quelques chiffres. En 2022, 7% des Français de 15 à 64 ans étaient en difficulté de lecture et d'écriture, soit 2,5 millions de personnes. C'est énorme. Et plus de 20% étaient incapables de lire et de comprendre un texte de plus de 10 pages. Aujourd'hui, à l'entrée au collège, 15% des élèves se trouvent en situation de grande difficulté d'expression, de lecture et d'écriture. Et donc, ça ouvre la crédulité, ça ouvre la violence. Et c'est vrai que quand on compare un certain nombre de copies de collège ou autres, il y a 30 ou 40 ans et aujourd'hui, on est quand même totalement sidéré. Et oui, le livre d'Alain Bentolila montre comment fonctionne la fabrique des illettrés, pourquoi l'illettrisme engendre violence et vulnérabilité, au fil de quel désastre nous avons perdu l'idée républicaine. Est-ce qu'il conviendrait surtout de faire, André, pour sortir du marasme ambiant? On va en parler dans un instant sur Sud Radio, mais avant, André, c'est le jeu Le sapin de Noël, Sud Radio. Ah et oui, écoutez, hein, c'est dans 3 semaines Noël. Alors effectivement, nous on ne parle pas de fêtes d'hiver, d'autres fêtes, hein. On parle de Noël, du sapin de Noël, le grand sapin de Noël de Sud Radio. Voilà. Et qui lui aussi est dans tous ses états. Eh bien vous allez avoir comme cadeau, une machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. Vous allez me dire c'est quoi le Ninja Creamy Swirl? Eh bien c'est simplement une machine à fabriquer des glaces. Vous n'avez plus besoin d'aller. Et si votre enfant manifeste des signes d'illettrisme, vous lui dites ok, tu commences à travailler, tu commences à lire, tu commences à te documenter, sinon tu n'auras pas de glace. Et surtout pas de glace de Ninja Creamy Swirl. Voilà, le marchand de glace désormais c'est vous. Et donc vous surveillez. Avec 13 programmes inclus pour créer vos desserts maison. Comment faire? Eh bien, vous envoyez sapin, le mot sapin, par SMS au 7 20 18. Et encore une fois, vous direz, lis mon petit. Tu vas lire, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre ça. Sinon, pas de glace. Mais en attendant, Creamy Swirl. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, avec André Berkoff, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Alain Bentolila, linguiste réputé, qui publie Demain la barbarie, point d'interrogation, Parents et Instit, même combat, aux éditions Istia et compagnie. Bonjour à vous. Vous avez raison de souligner le point d'interrogation, Oui. parce que il faut pas désespérer. Enfin, moi, je crois en l'école. Et Je crois dans la vertu de l'école de fabriquer des citoyens qui ne se laissent pas avoir. Et dans ce livre, Alain Bentolila, eh bien, vous dites que l'école est notre seul rempart contre la barbarie, rempart qui est en train de s'écrouler. Expliquez-nous en quoi cette école est vraiment un rempart contre la barbarie, et qu'entendez-vous précisément par ce terme, barbarie? Vous posez les bonnes questions. La barbarie, c'est ce qui est
contraire à ce qui fait de nous une espèce particulière. C'est-à-dire la barbarie, c'est le contraire du propre de l'homme. Ce qui caractérise l'homme et l'humanité, c'est que quand on est en face de quelqu'un de vulnérable, un enfant, une femme, quelqu'un d'une minorité particulière, eh bien, on lui donne la possibilité de ne pas être... pardon. Écrasé, non, c'est ça, oui. Non, allez-y. De pas être, oui, de pas, si vous voulez, la vulnérabilité de quelqu'un, c'est son meilleur rempart, c'est son meilleur bouclier. À condition qu'il y ait des humains en face. À condition qu'il y ait des humains en face. Ouais. C'est ça la grande question, elle est là. Voilà. Ouais. Donc, et ça, si vous voulez, c'est les barbares ignorent. Hein, les barbares, au contraire, sont du côté du non-humain, c'est-à-dire ils sont du côté de ceux qui profitent de la faiblesse et de la vulnérabilité. Et donc la barbarie, c'est cela. Hein. L'école forme des enfants à devenir des citoyens qui ont du souci pour les autres, mais qui, d'un autre côté, sont des citoyens qui ne s'en laissent pas compter. C'est-à-dire qui ne se laissent pas avoir par les autres. Mais pour ne pas se laisser avoir par les autres, il faut avoir les mots pour ne pas se laisser avoir par les autres. Et oui, et à propos effectivement de ces mots, vous dites effectivement que plus de 20% de la population française doit se contenter d'une langue réduite dans ses ambitions et ses moyens, 600 à 800 mots, quand il nous en faudrait en moyenne 4000 à 5000 pour tenter de comprendre et de surmonter nos différences. Ouais. Écrivez-vous, cette impuissance linguistique est-elle responsable donc de la violence ? La responsabilité est considérable. En matière de langue, un enfant qui rentre au cours préparatoire, aujourd'hui, je le cite à un moment donné de mon livre, à propos de l'école maternelle, il rentre au cours préparatoire, il va apprendre à lire et à écrire. 20% des enfants qu'on a testés de façon très sérieuse ont à peu près 400 à 500 mots pour dire le monde. Les 20% de la tranche supérieure, on en a un peu plus de 2000. Ouais. Et on ne joue pas dans la même cour, on n'est pas les mêmes enfants. Bien sûr. Entre 200 et 5000. Entre 200 et 5000. D'abord parce qu'on ne dit pas le monde aussi précisément, mais aussi parce qu'on ne se défend pas de la même façon quand on a 2000 mots et quand on en a 400 ou 500. Et ça, si vous voulez, ça veut dire que ces enfants deviendront des citoyens vulnérables. C'est-à-dire des citoyens qui ne sauront pas répondre, qui ne sauront pas analyser, qui ne sauront pas dire non, je ne suis pas d'accord. Des citoyens enclins à la manipulation ? Oui, des citoyens qui subissent la manipulation. Subissent, par son clair, oui. Oui, qui vraiment subissent cette manipulation, c'est-à-dire qui reçoivent la parole de l'autre sans avoir ni le courage ni les moyens de la mettre en cause. Oui, il y a quelque chose de Alain Bentolila quand même. Et je crois que plus grave que ça, mais vous le dites aussi dans votre livre, oui, c'est que si on n'a pas assez les mots, on ne peut pas penser. Ce sont les mots qui nous aident à penser. C'est-à-dire, si on n'a pas la maîtrise, des mots, enfin des mots, je veux dire, la variété des mots, oui, on ne peut pas avoir la maîtrise des concepts. On ne peut pas. Si vous voulez, la défaite de la langue, c'est la défaite de la pensée. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Hein. Il y a les mots, et puis il y a aussi la façon de les organiser. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir suffisamment de mots, mais il faut savoir les mettre ensemble pour que cette pensée soit portée. Qu'on sache ce que c'est que puisque, et par rapport à parce que, afin que, pour que, parce que. Et donc, si vous voulez, toute cette capacité d'argumenter, mais aussi d'analyser ce que nous dit l'autre, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a des pays, vous le savez, où véritablement il y a une volonté d'abêtir le peuple. Sure. Les dictatures en général. Les dictatures en général sont des lieux où on abêtit le peuple.
Parce que quand on a abêti le peuple, quand il n'a pas les mots pour comprendre ce qu'on lui dit et pour résister, le mot est là, effectivement, nous sommes devant... nous ouvrons la voie à toutes les dictatures et les oligarchies possibles. Et ça, effectivement, c'est quelque chose dont il faut absolument se méfier. Oui, mais qu'est-ce qui fait que depuis plus de 40 ans, alors pourquoi l'école de la République ne parvient pas à faire reculer l'illettrisme? Dans votre livre, vous dites que on a pratiquement réussi à éliminer l'analphabétisme. Oui, avant de nous expliquer pourquoi, expliquez-nous déjà une chose très simple. Oui. Quelle est la différence entre illettrisme et analphabétisme? Oui, très important, je me permets de souligner ce que vient de dire Céline, c'est que pour beaucoup de gens, quand j'ai annoncé votre émission, ah oui, ils pensent, mais ils disent c'est les analphabètes. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est important que vous... Oui. Un analphabète, pour dire les choses très, très, très simplement, vous lui mettez le mot solferino, qui est un mot... très, très, très simple, comme ça sorti. Hein, comme ça, ouais. Il s'agit simplement de faire du bruit avec ce mot et les bons bruits, sol, fé, rino. Il est incapable de le faire. Un analphabète est quelqu'un qui est en deçà du déchiffrage. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas été à l'école ou très peu. Qui ne peut même pas articuler, quoi. Enfin, voilà, oui, c'est fabriquer des syllabes, fabriquer des mots, quelque chose qu'il ne parvient pas à faire, parce qu'on ne lui a pas appris. À la fin du 19e siècle, le nombre des analphabètes, c'est-à-dire qui n'avaient aucune capacité d'entrer dans la langue, même par le petit bout du mot, ils étaient 50%. 50%. Aujourd'hui, la population. Aujourd'hui, c'est 1% de la population française. C'est incroyable. C'est-à-dire que si vous tournez vers l'école, vous dites chapeau l'école. Bravo, vous avez vaincu l'analphabétisme. Et puis quelqu'un vient derrière, vous dit oui, mais qu'en est-il de l'illettrisme? L'illettrisme, c'est autre chose. Alors, c'est quoi l'illettrisme? Comment vous le définiriez? L'illettrisme, s'il vous plaît, c'est une difficulté de lecture et d'écriture qui engendre des difficultés sociales. C'est-à-dire qu'un illettré, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de lire un petit texte de 4 à 5 lignes et d'en tirer quelque chose. D'accord. Donc il peut déchiffrer, mais il ne comprend pas. Il peut déchiffrer, mais il ne comprend pas. Et par conséquent, ça sera quelqu'un qui, face à l'administration, face au désir culturel qu'il peut avoir, il sera exclu de notre patrimoine culturel. Il sera marginalisé socialement. Et donc, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que certains vont vous dire, vous exagérez. Vous êtes un déclinologue. Vous nous dites des choses pour nous faire peur. L'illettrisme n'existe pas, c'est vous qui l'inventez pour faire peur aux gens. Oui, bien sûr, mais c'est parce que ils sont d'une autre culture, ceux qui ne savent pas lire ou bien lire. Ils sont venus de l'étranger, c'est normal que... Et je leur dis, mais vous devriez avoir honte de dire... Il y a beaucoup de sociologues qui tiennent ce discours, qui font finalement de l'illettrisme un trait culturel, un trait identitaire, comme si vous voulez, certains étaient voués à l'illettrisme et que finalement, on n'y pouvait rien. Pire, qu'il ne fallait pas intervenir parce que on risquait de transformer leur identité. C'est ça. Oui. Alors selon vous... Attends, ce sont... Oui, c'est intéressant parce que vous transposez, mais moi, enfin, ça me suit. Quand on dit les racisés, on veut les garder dans leur infériorité, entre guillemets. Et vous dites les illettrés, ah bah oui, mais c'est pas leur faute. C'est pas leur faute, mais bien sûr que ce n'est pas leur faute. Bien sûr. Mais notre devoir à nous, le devoir de l'école, c'est justement de leur donner une chance. Mais alors comment, Alain Bentolila, expliquez-nous comment on a fabriqué ces millions d'illettrés en France? Qu'est-ce qui s'est passé? On a bradé la formation des instituteurs? On ne les a pas fabriqués. On a suivi la pente. C'est-à-dire que il y a 70 ans, l'examen de 6e triait la population des élèves, c'est-à-dire que
passez l'examen de 6e environ 30 enfin réussissez Ce qu'on l'examen de appelle le 6e. certificat d'études. Non, Ah, après. l'examen de 6e. Ah oui, l'examen de Vous savez, 6e, vous pardon. arriviez au CM2. Ouais, Je c'est vais ça. expliquer, hein. Vous arriviez au CM2, vous aviez deux voies. Soit vous allez présenter l'examen de 6e, soit vous allez présenter le certificat d'études, de fin d'études primaires. Si vous présentez le certificat de fin d'études primaires, qui est un examen très sérieux, à ce moment-là, vous étiez en fin d'études et donc vous rentriez dans la vie active. Sinon, vous alliez présenter l'examen de 6e, qui était très difficile. Et là, si vous le réussissiez, la voie s'ouvrait pour 20 à 25% des élèves du collège, puis du lycée. Voilà la situation il y a pas beaucoup plus de 70 à 80 ans. C'était encore la Seconde Guerre mondiale, c'était encore ça, après la Seconde Guerre mondiale. Après. C'est ça, ouais. Jusqu'aux années 50, 60, on en était là. D'accord. Et puis, on dit, mais c'est scandaleux. Et c'est vrai quand même, que vous dites quand même, sur 100 enfants qui rentraient dans le système, il n'y en a que 20 ou 30 qui avaient une chance de faire des études qui dépassaient le lycée. Je ne parle même pas du baccalauréat. C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est pas glorieux. Bon, eh bien, on s'est dit, on aurait dû se dire, on va faire en sorte de fabriquer une école qui donne sa chance à tout le monde. Non, on a dit, on va baisser le niveau, les exigences. Et oui, vous dites, on a fait feu sur l'orthographe, sur la grammaire, sur le sûr. vocabulaire, c'est terrible. Oui, mais en plus, Ouais. si vous voulez, on a voulu d'un coup, sans rien changer par ailleurs, avoir 80% de réussite au bac. C'est ça. Et oui, C'est les chevènement. fameux 80%. Les fameux, oui. Voilà, c'est l'histoire des 80%. Et si vous avez un ministre qui vous dit « je veux 80% de réussite au bac », comme ça, alors que l'école était faite pour en avoir 25%, Ouais. à partir de ce moment-là, il est évident que vous avez une impossibilité de faire autre chose que de baisser le niveau du bac. C'est ça. Et C'est-à-dire, sous prétexte de faire du chiffre, Voilà. c'est la tentation de faire du chiffre. Ah oui, 4-20%, regardez la réussite, on fait 4-20%. Voilà, de- 95% aujourd'hui. 95% aujourd'hui, oui. 100% demain, hein, c'est pas... Évidemment. Eh Et oui. moi, à l'université, je recueille. Et quand je dis je recueille, je les recueille. C'est-à-dire que j'ai des étudiants aujourd'hui qui, en licence de linguistique à la Sorbonne, ont le plus grand mal à rédiger une page et demie pour m'expliquer un problème simple comme, par exemple, quelles sont les langues qui... est-ce qu'il y a des langues plus importantes, plus fortes Que d'autres. que d'autres? Quand Et même. il n'arrive Ah pas... non, mais je vais vous dire, Oui, dis, André, c'est passionnant. je parle d'il y a 5 ans. Ouais. Je note 150 copies. Sur 150 copies, je mets à 25 de ces copies moins de 2 sur 20. Tout simplement parce que je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Je les convoque individuellement. Je leur dis, vous voyez, je suis désolé, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et je vais vous dire pourquoi, et je leur lis leurs copies individuellement. Et je les vois blêmir. Et ils me disent, mais c'est pas ça que j'ai écrit. J'ai dit, si, c'est ça que vous avez écrit. C'est intéressant. Pourquoi ils vous disent c'est pas ça? Ils se reconnaissent pas? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette écriture. Ah oui. Parce qu'écrire pour eux n'était pas écrire pour se faire comprendre, c'était écrire pour noircir un peu de papier. Tout est, en matière de langue, tout est devenu des faux semblants. Oui. À qui la faute, Alain Bentolila? Vous dénoncez un renoncement, dirais-je, collectif, Ouais. politique, idéologique, pédagogique et familial. Absolument. Ouais. Familial, je vais vous donner un exemple.
Bon, outre le fait que les parents passent leur temps sur les tablettes et au lieu de s'occuper de leurs enfants, ce qui est quand même assez catastrophique. Oui, ou sur leur iPhone et tout ça, oui. Voilà. Hein, mais je vais vous donner un autre exemple plus fin. Une petite fille rentre chez elle, elle dit maman, la maîtresse, elle nous a raconté une belle histoire. Et la maman lui dit ma chérie, raconte, je t'écoute. Et la petite fille lui dit la chose suivante. Elle lui dit tu sais, ils l'ont vu, alors ils l'ont suivi, ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé là-bas dedans. Et puis, heureusement, les autres, ils l'ont su, alors ils sont venus et ils l'ont délivré. Et la maman, elle a deux solutions. Soit elle prend le temps de dire à sa petite fille, ma chérie, je n'ai pas compris ce que tu m'as raconté. Explicite un peu, oui. Explicite, dis-moi, j'y étais pas, je peux pas savoir. Et en disant ça, elle lui dit, ce que tu dis compte pour moi. Parce que ça m'importe, il m'importe de te comprendre. Et deux, je vais t'aider à te faire mieux comprendre. Et il y a deux sortes d'enfants. Il y a des enfants à qui on a dit, j'ai pas compris et je vais t'aider. Et des enfants à qui on a dit, va voir le dessin animé japonais à la télé. Et ces deux enfants n'ont pas les mêmes chances. Vous voyez, ça c'est une des questions. Ça c'est la démission familiale. Elle est dans le faire semblant. Elle est dans la peur de vexer un enfant, de lui faire de la peine. Ou dans la paresse. Ou dans la paresse, parce que soi-même on est sur le canapé en train de regarder son truc. Voilà. Et là, c'est là que j'appelle les parents. Je leur dis mais faites votre boulot, faites votre travail. Votre travail, c'est justement la tête de vos enfants. Oui, les parents ne forgent plus le discernement de leurs enfants. Exactement, c'est ça, exactement. C'est le mot. Le mot discernement est un mot très intéressant et très important. Hein. Discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. L'intelligent de la bêtise. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui, effectivement, appartiennent à la famille. Mais à l'école aussi, bien sûr. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait vraiment que famille et instit se mettent ensemble. Qui travaillent beaucoup plus ensemble, quoi. Pour faire en sorte que les enfants n'entendent pas à la maison le contraire de ce qu'ils entendent à l'école. Et oui, ce que vous proposez effectivement dans votre livre est très intéressant. Donc parents et instituteurs doivent faire alliance pour construire l'école des 8 vertus, dites-vous. Quelles sont-elles? On vous en parle dans un instant sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec Alain Bentolila, linguiste, spécialiste de l'enseignement de l'oral et de l'écrit des élèves de l'école du primaire. Alors pour lutter contre le fléau de l'illettrisme, Alain Bentolila, vous proposez plusieurs solutions. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Mais avant, expliquez-nous pourquoi l'illettrisme engendre la violence. Alors, surtout ne pensons pas que parce qu'on a des difficultés de lecture, obligatoirement, on est violent. La violence, c'est l'exaspération devant l'incapacité de mettre en mots sa pensée. Je reprends le terme de façon à ce que ça soit clair. Il y a des jeunes qui ont tellement ils veulent dire quelque chose. Bien sûr. Et devant cette incapacité de pouvoir à l'exprimer, être compris par quelqu'un, défendre leur point de vue, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance de laisser une trace de leur intelligence dans l'intelligence d'un autre. Et à partir de là, effectivement, comme ils sont des hommes et que le propre de l'homme, c'est de laisser une trace de lui quelque part, alors ils laissent d'autres traces. Oui. Ils laissent d'autres traces. C'est-à-dire qu'ils massacrent, ils vandalisent, ils tuent, ils se tuent, parce que tout est mieux que de ne pas être.
Et cette question Et l'absence de mots, quelque part, Alain Bentolila, c'est l'absence d'être. Aussi. Absolument. L'absence C'est ça. de mots, c'est l'absence d'être parce que, comme l'absence de mots écrits est l'absence d'être, pourquoi on écrit ? On écrit parce que, effectivement, on veut laisser quelque chose de soi, de son esprit, quelque part. Vous écrivez un livre, j'écris un livre, vous écrivez un livre ou autre chose. Autre chose, ouais. C'est parce que vous vous dites, même si un jour je ne suis plus, il restera de moi quelque chose, un peu de mon esprit sera disponible pour quelqu'un. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de vraiment très très important. Écrire, lire, parler, c'est vraisemblablement la meilleure façon d'avoir un rapport pacifique avec quelqu'un d'autre. Puis-je juste faire l'avocat un tout petit peu, non pas du diable, mais il y a eu quand même, alors quid, et comment vous analysez, mais c'est intéressant, il y a eu vous savez aussi bien que moi, des tas de civilisations orales. Oui, oui. Si vous voulez, l'écriture jouait un rôle extrêmement, s'il existait ou même où voilà, c'était que l'oralité, l'écriture ne jouait pas. Est-ce que au fond, on peut dire aujourd'hui avec le recul que ça change profondément quelque chose? Une civilisation, disons, c'était vrai il y a quelques siècles, ce n'est plus vrai aujourd'hui, ou pratiquement, à part en Amazonie et encore. Est-ce qu'une civilisation uniquement orale, où les gens communiquaient quand même, par l'oralité, les gestes, etc. Mais est-ce que l'être était déjà là quand même? Il y avait une existence et une communication. L'écriture, c'est 3500 ans, grosso modo, avant aujourd'hui. Hein. On a commencé à écrire sur des tablettes d'argile, hein, où on comptait le code d'Hammurabi et autres. Les moutons, etc. Bon, très bien, ok. Et la langue orale, c'est plus de 150 à 200 000 ans. Je veux dire, donc, l'écriture est toute jeune. Elle est née il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Et on peut se dire, mais pourquoi tout d'un coup ils se sont mis à écrire? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont mis? Mon hypothèse, c'est que petit à petit, l'homme a eu conscience de lui-même, qu'il appartenait à une espèce, et puis il a eu conscience qu'il était mortel. À un moment donné, l'homme se dit, je suis, mais je ne serai plus. Et Malraux alors, disait, l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Absolument. L'homme est le seul animal. Alors, enfin, animal, comme il voilà. disait. On s'est compris. Mais c'est le seul mammifère qui sait qu'il va mourir. Et à partir de ce moment-là, comme il sait qu'il va mourir et que c'est insupportable de regarder la mort en face, alors on se dit, que puis-je inventer pour me consoler un peu? Oui. Et c'est l'écriture qui vient, si vous voulez, dire je vais laisser une trace de mon esprit pour que quelqu'un que je ne connais pas la recueille. Et, voilà. Et c'est là, et vous voyez, c'est l'insulte aujourd'hui que l'on fait à l'écriture, c'est l'insulte que l'on fait à la conscience humaine de dépasser ce statut de mortalité. Parlons à présent, Alain Bentolila, des solutions que vous proposez pour lutter effectivement contre l'illettrisme. Vous proposez notamment une alliance entre enseignants et parents d'élèves fondée sur le respect de 8 vertus. La première étant l'école s'engage à choisir l'exigence contre la complaisance et l'ambition contre la résignation. Absolument. Ouais. Je veux dire, on est arrivé. C'est encore plus vrai pour l'école maternelle. Vraiment, aujourd'hui, si on en croit un certain nombre de nos anciens ministres, il suffit d'être bienveillant, gentil, sympathique, empathique. Empathique, oui. Et si on l'est pas, on va faire des cours d'empathie. On va faire des cours d'empathie. Ça existe en Suède, en Norvège, dans un certain nombre de pays, on fait des cours d'empathie. Et à partir de là, tout va bien. Si on est bienveillant et que l'enfant est heureux, alors tout va bien. C'est pas vrai. L'école n'est pas... Alors,
il manquerait plus qu'on soit malveillant avec les élèves. Hein. Bon, évidemment qu'on est... mais c'est même pas la peine de le dire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est ça. L'importance, c'est de donner aux élèves une conscience que les efforts qu'on leur demande valent le coup. Ouais, bien Ça sûr. vaut la peine. Eh oui. Mais plus on va, moins on dit ça aux élèves. C'est-à-dire, on ne leur dit plus, si tu te bagarres pour être un peu plus précis, si tu te bagarres pour apprendre de nouveaux mots, etc., alors tu auras un peu plus de pouvoir sur les autres. Donc là, si vous voulez, ce sont des questions qui sont vraiment des questions extrêmement importantes. Cette école uniquement de la bienveillance est une école qui laisse tomber les plus en difficulté. Les autres ont Oui. Et vous de la dites qu'il faut bienveillance. aussi former les élèves à la résistance cognitive. Oui. Expliquez-nous, c'est-à-dire, Ah, ça, qu'est-ce que ça permet, c'est ce quelque chose. mécanisme cérébral permet quoi exactement? Pardon du terme un peu compliqué, mais ça va. Je pense que vos auditeurs vont être passionnés par cette question. Par exemple, André, je vais te dire, tu montes au deuxième étage d'un immeuble, tu te mets à ta fenêtre, tu as une bouteille d'eau vide d'1,5 litre dans une main et la même bouteille d'eau pleine. Hein. Tu lâches les deux bouteilles en même temps, puis tu as quelqu'un qui regarde en bas pour voir comment ça se passe. Laquelle arrive le premier en bas? Bah, normalement, la pleine. Eh ben non, elles arrivent toutes les deux en même temps. Toutes les deux en même temps. Tu vois. Ouais. De la même façon que si tu... J'étais persuadé, mais le poids ne joue pas dans non, l'accélération. justement. Moi aussi, je croyais ça, évidemment. Hein. Oui, et puis mon ami Yves Quéré, qui est président de l'Académie des sciences, m'a expliqué pourquoi ça ne marchait pas. De la même façon que quand on lâche une bombe d'un avion sur une usine, si tu lâches la bombe au moment où tu surplombes l'usine, tu vas, ta bombe va aller taper 6 km. Donc, pourquoi je donne ces exemples? Parce que le propre de l'homme et du discernement de l'homme, c'est de lutter contre l'évidence. Si on ne croit que ce que l'on voit... La Terre est plate, par exemple. Voilà, la Terre est plate. Non, mais et elle est plate. Mais Enfin, si je la regarde comme ça, elle est plate, quoi. Non, un jour, tu es dehors, tu vois le soleil qui se lève à l'est, qui monte, qui descend Ah oui, après. le soleil se couche, le soleil se lève. Donc c'est le soleil qui a bougé. Ouais. Et toi, t'as pas bougé. Et donc, le soleil tourne autour de la Terre. Ah ben non, justement pas. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et donc, l'école, elle est là justement pour apprendre aux élèves à ne pas se laisser aller à leur première impulsion, à la première évidence venue pour eux-mêmes. Et aussi parce qu'à ce moment-là, ils deviennent aussi résistants aux images qu'on va leur montrer. Et ça s'appelle, Alain Bentolila, penser contre soi-même. Exactement. Ouais. Résistant à la manipulation et à la propagande. J'ai l'expression dans le livre. Ah ouais, Penser voilà. contre soi-même. C'est le fondement. C'est le fondement. Hein, et donc, c'est le fondement du doute. Là, mais absolument. Comme disait un cher Descartes. Je pense donc j'y suis, disait la femme de ménage. Alain Bentolila, on continue sa discussion dans un instant sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et nous sommes toujours sur Sud Radio avec Alain Bentolila qui publie demain La barbarie, point d'interrogation. Parents et enfants, même combat aux éditions Istia et compagnie. Alors Alain Bentolila, dans ce combat contre l'illettrisme, que font ceux qui ont le pouvoir? Et dans toutes les strates de la société, bien sûr. Exactement. Oui, bien sûr. On a eu des épisodes absolument épouvantables il n'y a pas très longtemps, quand on a eu un jeune ministre qui a fait 5 mois à l'éducation nationale. Monsieur Attal. Monsieur Attal, et qui est parti d'un pas gaillard à Matignon. Alors qu'il avait dit je suis là
parce que c'est la mère des batailles. Bien sûr, qu'on va tout réformer. Tout, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a dit plus de hijab et La encore baya, la baya. la baya. Oui, voilà, la c'est baya, la baya. enfin, Voilà. la loi sur la la baya. baya. Et donc, il a pensé que voilà, le rôle d'un ministre de l'Éducation nationale était simplement. Je ne suis pas pour qu'on mette la baya à l'école nécessairement, mais ça n'est pas ça qui va changer véritablement l'école républicaine. Hein, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça peut contribuer, mais ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui peut changer l'école républicaine L'école aujourd'hui? républicaine, ce qui peut la changer, c'est d'avoir des dirigeants qui aient le courage de se dire je vais prendre des décisions courageuses. Courageuse, c'est-à-dire je ne recule pas devant le premier froncement de sourcil du syndicat. Je ne recule pas devant la première grève venue. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses importantes que je veux mettre en place. Par exemple, je veux des méthodes de lecture qui soient des méthodes de lecture qui permettent de lire avec précision et de ne pas simplement faire semblant de lire. Je veux une formation initiale des maîtres qui forment des maîtres capables de tenir une classe. Oui, parce que vous dites, Alain Bentoïla, on a bradé la formation. Bien sûr qu'on a bradé la formation des maîtres. Ouais. Et je peux vous le dire parce que en tant qu'universitaire, j'ai vécu ce moment justement où on a donné la formation des maîtres à l'université. Dès l'instant où on a donné la formation des maîtres à l'université, à partir de ce moment-là, on a laissé tomber l'idée même que le métier d'instituteur était un métier où il fallait avoir non seulement quelques connaissances, c'est la moindre des choses, mais aussi un savoir-faire, une attitude, un comportement. Ça a disparu. Tout ça a disparu. En Pourquoi? fait, Parce que les universitaires qui avaient le pouvoir, qui ont pris le pouvoir dans les IUFM, ces universitaires-là ne connaissaient rien à l'école. Sauf de vagues souvenirs d'eux-mêmes dans une classe privilégiée en général. Et donc, ils ont formé les maîtres comme ils pouvaient les former, c'est-à-dire avec une pédagogie qui était une pédagogie qui n'avaient pas grand-chose à faire avec l'école, ce qu'on a appelé les pédagogos, hein, c'est-à-dire... c'est comme ça que les histoires noires de la République sont devenus les commis, peut-être les commis de la République, enfin passifs, plus ou moins passifs. Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, vous le dites clairement dans votre livre, effectivement, cette faiblesse dans la formation est l'une des raisons principales du faible niveau des élèves aujourd'hui. C'est terrible. Ça a deux conséquences. La première, c'est le faible niveau des élèves, parce qu'on a dans les classes, mais ça n'est pas de leur faute. Hein. Moi, je connais des professeurs des écoles, puisqu'on les appelle professeurs des écoles maintenant, qui sont formidables, qui sont inventifs, qui se battent véritablement. Mais qui veut aller faire le métier de professeur des écoles aujourd'hui? Clair. Les candidats ne se bousculent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y aller? Bon, on va dire parce qu'ils ne sont pas assez payés. Ok, c'est vrai, mais pas seulement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi que la violence un peu, enfin dans certains cas? Il y a ça aussi, mais il y a aussi l'idée, si nous faisons nos métiers, c'est parce que nous croyons que nous avons une petite chance de changer un peu à notre niveau, sans ambition démesurée, mais on se dit, je vais changer un instinct dans une classe, il se dit, je vais changer le destin des enfants les plus en difficulté, des enfants fragiles. Je vais essayer en tout cas. Aujourd'hui, il se rend compte que finalement, cette école qui est devenue une machine de reproduction sociale, c'est-à-dire une machine où finalement vous rentrez fils d'ouvrier, vous sortez ouvrier, c'est ça que veut dire la reproduction sociale, eh bien, il n'a aucune capacité réelle, il n'est pas formé pour essayer de prendre des élèves les plus en difficulté et de leur donner une nouvelle chance. C'est ça la grande question. Et évidemment, en tant que linguiste, moi,
ce qui me navre, c'est la question de la langue française. Bien sûr. C'est- Parlons de la langue française, oui, cette belle langue de notre pays Eh oui. qu'on Mais veut créoliser aujourd'hui. Mais dès la maternelle, vous préconisez, vous le dites, il faut vraiment enrichir et organiser leur vocabulaire aux élèves. organiser Dès la leur maternelle, vocabulaire. ouais. Bien sûr, C'est ça. il faut organiser leur vocabulaire, mais cette langue française, ça n'est pas juste une langue qui va punir, hein, qui va écarter Ben. ceux qui ne la parlent pas bien. Mais le devoir qu'on a envers ces élèves qui viennent dans l'école et qui n'ont pas eu la chance, disons-le, la chance, chez eux d'avoir eu des modèles de langue, etc. Et est-ce qu'on les prend tels quels, on les laisse tels quels, ou bien est-ce qu'on va leur apprendre véritablement à parler français? Mais Adam Bentolila, moi je vais vous donner un exemple très précis, Ouais. qui est le mien, qui est d'autres, qui ont été formés. Moi je suis né au Proche-Orient, etc. Ouais. C'est d'autres qui sont nés en Égypte, mais qui, par la formation des maîtres qu'ils ont eu, parlaient mieux français que beaucoup de Français. Évidemment. Et l'écrivaient encore mieux que beaucoup de Français. Et ce qui Je vous veux a dire, donné, ce qui donne une chance, parce qu'il ne faut pas se leurrer. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec des linguistes qu'on dit des linguistes atterrés. Je ne sais pas si vous avez entendu Oui. parler de ces. Il y avait les économistes Ces gens- atterrés, ces mais là, il y a ces les gens linguistes bizarres. atterrés, ouais, enfin, ouais. Ils vous disent tout va bien, la langue française impeccable, pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais non, tout va pas très bien. Tout ne va pas très bien. Il y a des enfants qui, très jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, sont exclus de Bien la sûr. communication publique. Et Et c'est ces ça le enfants- scandale. Et c'est un scandale, parce que, si vous voulez, quand on parle d'assimilation aujourd'hui, ce qui est un de nos devoirs, il faut Quand on peut, oui. ramener à nous un certain nombre de gens qui viennent d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres langues. Oui, il faut casser ces écoles des ghettos, dites-vous. Voilà. Autrement, si vous voulez, l'école des ghettos devient une autre école. Et à ce moment-là, Bien sûr. on a perdu la bataille. Aujourd'hui, la langue française, c'est notre seule chance. Véritablement, c'est notre seule chance d'assimiler des gens, des enfants qui viennent d'ailleurs et qui ont des difficultés. Y compris, et là je vais pas me faire des amis, y compris en essayant de faire que leur accent soit moins prononcé. Mais c'est important, bien sûr. Parce que je sais très bien qu'un enfant qui a un accent prononcé, quand il va aller en entretien d'embauche, Ce sera plus compliqué. ça sera beaucoup plus compliqué. Alain Bentolila, voulez-vous que je vous dise ce que c'est que votre livre? C'est la cerise sur le ghetto. Eh oui, merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Je précise que ce week-end, vous dédicacerez votre livre lors de la 9e édition du Festival des livres et des artistes qui se déroule à la Maison de la Chimie à Paris. C'est un festival qui œuvre en faveur de la lutte contre l'illettrisme et qui est présidé par Michel Drucker et soutenu par Rachida Dati, ministre de la Culture. Et ce week-end, eh bien, samedi et dimanche, de nombreuses personnalités vont dédicacer leurs livres. Christine Kelly, Laetitia Milo, Véronica Loudbry et plein d'autres personnalités. Alors allez-y si vous êtes à Paris ce week-end, chers auditeurs. Tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Merci à vous.